c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avec Laure, on est ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire concernant le programme d'histoire Bachibac et plus précisément les situations d'apprentissage. Webinaire qui sera animé par Maria d'un établissement de Madrid. On est ensemble pendant 2 heures. Enfin, pardon, je devrais vous quitter parce que je vais vous souhaiter une joyeuse journée, enfin soirée internationale de la francophonie, puisqu'aujourd'hui, en plus d'être le printemps, c'est la journée de la francophonie. Donc, on a plusieurs activités, mais en tout cas, Laure sera là et puis Maria aussi pour répondre à vos questions. Comme vous êtes ensemble pendant 2 heures, petit rappel, si vous pouvez mettre vos caméras, c'est beaucoup plus sympathique que pour la formatrice qui voit des visages et qui vous voit réagir aussi par rapport à ce qu'elle dit. Elle peut aussi intervenir comme cela. Et en revanche, on vous remercie par avance d'éteindre vos micros et de poser, si vous avez des questions, dans le chat et on s'efforcera d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, ben, bon webinaire. Merci Maria. On te laisse avec Laure la parole. Merci Aude, merci Laure comme toujours. Et bonne francophonie en fait à toutes et à tous. Donc voilà, il me semble un jour super pertinent pour développer ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à la situation d'apprentissage que j'ai baptisée, disons, situation d'apprentissage numéro 6 et qui concerne la situation de l'Espagne et la France pendant la période d'entre-deux-guerres. Pas mal de choses à vous raconter. J'espère qu'elles seront intéressantes et utiles. Donc voilà, je commence mon partage. Alors. C'est bon, ça se voit? Oui? Ok. Ok, parfait. Par contre, juste un petit moment, je vais redémarrer. Juste un petit moment, juste un petit moment. C'est bon comme ça? Oui? Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est ok. Bon. Ok, super. Donc voilà, quand la semaine dernière, on a parlé des situations d'apprentissage en Bachibac, on a vu pas mal de choses par rapport à comment envisager les situations d'apprentissage d'après la loi, d'après la Orden 935-2022. Et aujourd'hui, on va continuer, d'accord, à parler des situations d'apprentissage, mais on va encore approfondir sur quel type d'activité, d'évaluation, quel type de ressources et comment structurer une situation d'apprentissage qui en fait est plutôt une situation d'apprentissage qui peut s'envisager d'un point de vue chronologique. La semaine dernière, dans les webinaires de la semaine dernière, on avait abordé une situation d'apprentissage plutôt thématique, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire pour une situation d'apprentissage plutôt chronologique, d'accord? On va suivre une structure plutôt classique, d'accord? Les élèves, normalement, ils sont plus habitués. Nous, on est aussi peut-être plus à l'aise hein, parce qu'on est aussi habitué à travailler d'un point de vue plutôt chronologique. Mais c'est une situation d'apprentissage qui permet aussi de développer, d'envisager des sujets, voilà, d'un point de vue aussi thématique. Comme vous le savez, j'insiste énormément sur le fait de la chronologie et de la structure chronologique et la structure thématique, parce qu'en fait, c'est un peu comment la loi, la normativa nous encourage voilà, à le faire. Donc, voici le programme pour aujourd'hui. On va parler de l'Espagne et la France pendant cette période troublée d'entre-deux-guerres. Donc, on va envisager qu'est-ce qui se passe pour la dictature de Primo de Rivera en Espagne, l'établissement de la Seconde République, la crise
ou les crises, on va voir, des années 30 en France. Et puis après, on va aborder comment la France et l'Espagne font face à des régimes totalitaires. L'Espagne a parti la guerre civile et la France sous les contextes de la Seconde Guerre mondiale. Comme toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va envisager pas mal d'activités d'évaluation et énormément de ressources. Et en plus, aujourd'hui, on va aborder cette situation d'apprentissage sous les contextes de l'épreuve externe. J'ai mis quelques exemples d'une épreuve externe, de l'année 2022, qui concernait effectivement cette période dont on va aujourd'hui en parler. Comme toujours, sentez complètement libre de enlever vos micros et demander quoi que ce soit ou écrire dans les chats aussi vos questions. Donc, voilà notre défi d'aujourd'hui. Sous quelles conditions les Espagnols et les Français et les Françaises affrontent la période d'entre-deux guerres? Comme on a dit, une période très troublée. Tout d'abord, faisons un quiz. Donc, s'il vous plaît, je vous prie de sortir vos portables et scanner le code QR que vous avez juste en bas. Je vous ai mis une petite piste parce que, voilà, vous allez voir quel est le KISS. Voilà, donc je vous recommande aussi d'aller sur ce lien, sur cette web qui en fait est El BOE, le bulletin, le Boletín Oficial del Estado. Donc, dès que vous avez déjà scanné, je vais voir vos réponses. Voilà, ce sont des questions à propos de cette situation d'apprentissage. Imaginez que vous devez développer cette situation d'apprentissage. Quelles sont les compétences qu'on peut développer tout au long de cette situation d'apprentissage? Quels sont les défis qu'on peut aussi envisager pour cette situation d'apprentissage? Quels critères pourrait-on aussi signaler? Donc, voilà, je partage avec vous les résultats. Je vous montre. Voilà, je partage avec vous. Juste un petit moment. Je vais remettre encore les codes QR au cas où.
Voilà, donc allons-y. Mots qui décrivent cette situation d'apprentissage. Voilà, surtout activité. Alors, juste un petit moment, parce que je crois que je ne choisis pas la bonne. Juste un petit moment. C'était la suivante. En fait, c'est presque la même. Donc, voilà, c'est pour cela que je viens d'ouvrir pas la bonne, désolée. Juste un petit moment. Voilà, c'est celle-ci, désolée. C'est bon. Voilà, maintenant, oui. Donc, quel savoir basique peut-on travailler dans cette situation d'apprentissage? Quels contenus sont les contenus voilà, qui vont les mieux pour cette situation d'apprentissage? Donc, et vous avez signalé surtout analyser caractéristiques du fascisme. Donc, vous voyez comment vous avez signalé le premier grand concept de cette période. Fascisme, comparaison, comparer effectivement l'Espagne et la France pour vivre des situations, des événements, pardon, qui vont être très, très, très en parallèle. Crise de la Restauration, effectivement, dès qu'on parle de dictature de Primo de Rivera, on parle à la fois de crise de la Restauration. Crise économique classique 1929, à partir de 1929, crash de la bourse à New York, voilà la catastrophe. Démocratie, effectivement, le mot démocratie. La démocratie qui est en péril pendant la période entre deux guerres, qu'on va mettre en question, qu'on va voir comment elle fait face, enfin, comment les gouvernements font face, les gouvernements démocratiques font face au péril, aux défis des totalitarismes, à l'augmentation des totalitarismes, à l'augmentation des tensions politiques, économique crash, seconde république, guerre civile. Attention, super bien, mémoire démocratique. Et les années folles, effectivement, après la Première Guerre mondiale, après la Grande Guerre, l'Europe, la France veut recommencer de nouveau et à nouveau et voilà, et vivre après 4 ans de malheur, de pénurie, de misère politique. Puis après, vous avez mis des verbes qui me semblent très intéressants. Réfléchis, effectivement. Réfléchis, analyser, comparer. Voilà, c'est un peu le but, n'est-ce pas, de toutes les situations d'apprentissage. Mais cette situation d'apprentissage, vous allez le voir, hein, permet à l'élève de faire une analyse qui va au-delà. En fait, les élèves, ils se sentent très à l'aise avec cette situation d'apprentissage. On va voir tout de suite et on va préciser, parce qu'ils voient que c'est une situation d'apprentissage qui les touche directement, qui leur parle, disons, d'accord, directement. Ce sont des questions, enfin, des événements, des questions, des situations qu'ils connaissent assez bien, ou qui leur sont assez connues, d'accord? Ok, très bien. Et voilà, donc on va passer à la suivante. Vous allez voir sur vos portables que vous avez encore une question, d'accord? Je vais vous la passer tout de suite parce qu'on a vu effectivement tous ces mots qui composent la situation d'apprentissage. Moi, en fait, c'est la première chose que je fais avec mes élèves. Dès que je commence une situation d'apprentissage, je fais ces bombardements d'idées. Je vous disais la semaine dernière que à mon avis, c'est une
c'est une façon très subtile de briser la glace et de tester un peu le niveau des connaissances. Alors maintenant, la question est, quelles compétences peut-on principalement travailler? Donc, voici les 8 compétences que la loi, les 8 compétences spécifiques que la loi nous propose de travailler, d'accord, que la Orden nous propose de travailler, même si on peut travailler toutes les compétences, voilà, tout au long de toutes les situations d'apprentissage. En fait, à l'idéal, ça serait comme ça. La question est plutôt quelles sont plutôt voilà, les compétences qui peuvent être travaillées. Voilà. Compétence 1, pourquoi pas. OK. Très bien. C'est vrai que c'est la compétence 1 spécifie de analyser la construction de l'État libéral pour comprendre comment se forme la démocratie en Espagne. OK. C'est bon. Compétence 1. Vous pouvez choisir plusieurs, hein? C'est-à-dire que... Marie, il y a une collègue qui demande comment voter. Tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Oui, il faut scanner ce code. Je reviens sur le... C'est bon? Il faut juste scanner et tu vas directement sur la plateforme. Je remets je laisse un petit moment les codes au cas où. C'est bon. Vous pouvez aussi choisir, c'est-à-dire tirer au sort et on verra. Je repartage la page des résultats, d'accord? Donc, on voit qu'il y a des gens, voilà, il y a des personnes qui pensent qu'on pourrait travailler aussi la compétence spécifique 5. Encore? Compétence spécifique 1, effectivement. Très bien. C'est surtout la compétence spécifique 1 que, effectivement, vous pensez que ça serait la plus intéressante. OK. Donc, on va aller, d'accord, sur la Orden. Juste un petit moment. Je vous montre. Donc, voilà la Orden de Bachibac. Donc, vous voyez comment, effectivement, vous avez signalé la compétence spécifique comme la principale à travailler dans cette situation d'apprentissage. Voilà. Donc, valoriser les mouvements et actions qui ont promu les libertés dans l'histoire de l'Espagne et de la France en utilisant des termes et des concepts historiques à travers l'analyse comparée des différents régimes politiques pour connaître l'héritage démocratique de la Constitution de 1978 en Espagne et celle de 1958 en France comme principe de
convivialité démocratique et garantie des défenses des droits, de liberté, Ok, donc effectivement, cette compétence est impérative, d'accord, dans la situation d'apprentissage, l'Espagne et la France pendant la période d'entre-deux-guerres. Même si on peut aborder voilà, d'autres compétences, comme par exemple la 2 ou la 3, mais moi, je considère que la compétence spécifique qu'on va travailler de façon plutôt évidente, ça sera la compétence spécifique 5, d'accord? Analyser le rôle des croyances, des idéologies dans l'articulation sociale et l'usage du pouvoir dans l'organisation d'identités. Enfin, c'est une traduction complètement libre. Donc, apparemment, effectivement, cette compétence, pourquoi cette compétence? C'est une compétence qui ne touche pas apparemment tout ce qui va être la période entre deux guerres. Mais si on se met à réfléchir et si on se met à approfondir sur cette compétence spécifique, on voit que le développement, le noyau voilà, de la compétence nous incite à travailler, à aborder voilà, les idéologies politiques, les croyances, pardon, les idéologies et les croyances d'un point de vue politique. D'accord? Voyez comment l'explication voilà, de cette compétence nous invite effectivement à faire cette réflexion. Les croyances et les idéologies sont l'un des axes principaux de la société espagnole et française. Donc, jusqu'à là, c'est clair. Les croyances, idéologies, à partir desquels on a géré, on a produit les espaces les plus importants de sociabilité, des rassemblements, d'identité collective. Donc, les élèves doivent identifier les changements dans les croyances et les pratiques religieuses. Donc là, on met aussi la question de l'Église. Hein. On verra si on peut la mettre ou pas, ou comment le faire, ok. Et les différentes façons de penser, les conceptions politiques qui ont commencé à se développer, à apparaître et à se développer, et qui se transforment depuis l'absolutisme jusqu'à notre société démocratique. Mais attention, parce que si on avance, donc ça c'est un peu le cadre voilà, de la compétence, mais si on avance un petit peu, on continue par sa relevance dans les débats publics, les élèves doivent analyser les réformes entreprises pendant la Seconde République en Espagne, ainsi que les coups d'État qui mit fin. Tandis qu'en France, c'est très intéressant, les collaborationnismes du gouvernement de Vichy et le soutien de certains secteurs politiques. Donc, cette compétence spécifique nous invite à réfléchir, à faire une réflexion à propos de la situation de l'Espagne et la France pendant les périodes entre-deux-guerres, en nous focalisant, si on veut dire comme ça, en se concentrant sur le fait de l'apparition des totalitarismes. Donc, effectivement, la compétence spécifique 1 est la première compétence spécifique 1, c'est clair qu'on va la travailler tout au long de la situation d'apprentissage, mais moi, c'est surtout la situation d'apprentissage, c'est la compétence spécifique 5 que je travaille plutôt, voilà, davantage dans cette situation d'apprentissage. On en a d'autres. Parce que la compétence spécifique 7 est une compétence, enfin c'est l'une des compétences qu'on va aussi travailler. Tout ce qui va être les réflexions à propos des votes des femmes, l'accès des votes aux femmes, l'accord au vote des femmes, pardon, et tout ce qui est les rôles des femmes pendant la résistance française et tout ça. Puis après, je vais vous montrer un livre qui me semble hyper intéressant pour
ce propos. Et la compétence spécifique 8, voilà, qui nous transfère à la pensée critique, l'étude des sources, surtout dans cette situation d'apprentissage, on va voir plusieurs sources primaires, des affiches, voilà, qui contiennent énormément d'idéologie. La compétence spécifique 8 est une compétence qu'on va pouvoir travailler énormément tout au long de cette situation d'apprentissage. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez que pour cette question des compétences, il n'y a rien fermé. On peut décider, voilà, de travailler telle ou telle compétence, la modifier, l'adapter, la mettre ou pas dans nos situations d'apprentissage ou dans cette situation d'apprentissage en concret. Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc on va revenir à notre situation, voilà. Et je vais vous montrer comment je fais pour organiser cette situation. Voilà. Donc, comme toujours, dès qu'on envisage une situation d'apprentissage, on l'a déjà commenté la semaine dernière, il va falloir qu'on s'organise d'après 4 axes. À mon avis, 4 axes. Puis après, on peut, à chacun de faire comme il ou elle voudra. D'accord? Moi, je crois que ces 4 axes, intention éducative, connaissance, objectif, compétences, qui sont très, très, très attachés, très, très liés, voilà, les uns aux autres, me semble une bonne façon, voilà, de présenter tout simplement la situation d'apprentissage et la programmer au moins. Donc, pour l'intention éducative de cette situation d'apprentissage, je me concentre sur 2 éléments, d'accord? D'un côté, le fait d'analyser les transformations politiques, sociales et culturelles de l'Espagne et la France au XXe siècle, en mettant l'accent sur les réformes et les régimes totalitaires et les mémoires historiques, très importants, je vous raconterai tout à l'heure, liés aux conflits majeurs. Voilà, donc là, on a quelques mots-clés analysés. Rappelez-vous que vous venez en fait de souligner ce verbe pour cette situation d'apprentissage qui va très bien avec cette situation d'apprentissage. Réforme, parce qu'on verra énormément de réformes pendant la période d'entre-deux-guerres, des réformes qui nous touchent encore de nos jours, d'accord? Et puis après, les régimes totalitaires et les mémoires historiques liées à ces conflits. De l'autre côté, on a l'objectif, voilà, de promouvoir la réflexion critique sur la liberté, les droits humains et les politiques de mémoire, ainsi que de la démocratie. C'est un mot que j'ai énormément répété ces derniers jours, parce que c'est une situation d'apprentissage qu'en fait, je viens travailler avec mes élèves très récemment, c'est-à-dire je viens de terminer la semaine dernière. Donc voilà, on aura aussi l'occasion de corriger ensemble une copie, voilà, d'un élève qui vient de faire une épreuve par rapport à cette situation d'apprentissage. Modèle Bachibak, en fait. Pour les connaissances, 3 éléments. Voilà. Période entre-deux-guerres, en gros, les régimes totalitaires, en gros, et mémoire démocratique, qu'on pourra travailler à travers plusieurs activités. Pour les objectifs, je vous disais la semaine dernière que moi, je crois que pour les objectifs, il faut fixer des objectifs réels, des objectifs faisables, abordables, pendant voilà, le développement de nos situations d'apprentissage et pour la durée qu'on fixera voilà, pour chaque situation d'apprentissage. Dans ces cas, j'ai choisi 5. Voilà, analyser de manière critique le rôle des croyances et des idéologies. Je reviens encore à la base de la compétence spécifique 5. Étudier des sources primaires. Je viens de vous dire que cette situation d'apprentissage va être très riche en sources premières et des textes historiographiques pour construire des jugements argumentés et débattre sur des problématiques actuelles. Parce qu'effectivement, cette situation d'apprentissage, c'est une situation d'apprentissage qui nous permet de travailler des sources premières, mais il nous faut aussi le débat historiographique. Parce que si on a
des sources primaires comme ça et qu'on n'a pas une réflexion faite par les historiens, c'est compliqué de bien comprendre, de bien interpréter la source telle qu'elle. Valoriser la diversité culturelle et adopter une attitude respectueuse envers des idées légitimes. Attention, légitime, c'est très important. Intégrer la perspective des genres, c'est clair, ça c'est très compétent spécifique 7, et apprécier le patrimoine historique et culturel comme expression de la mémoire collective. Pour cette situation d'apprentissage, c'est super important de se fixer cet objectif parce que tant les espaces de guerre civile que les espaces de Seconde Guerre mondiale ou de France occupée ou de France libre, ce sont des espaces de mémoire. D'accord? Et il faut les connaître, les valoriser. La semaine prochaine, dès qu'on fera le dernier webinaire de cette formation, disons, je vous parlerai d'un projet final que mes élèves développent par rapport à cette idée d'apprécier le patrimoine historique et culturel et valoriser les espaces de nos villes comme des espaces de mémoire. Pour les compétences, j'insiste pas trop, compétences spécifiques concrètement 5, 7, 8, à vous voilà, de rajouter d'autres. D'accord? Jusqu'à là, vous avez des questions? J'insiste si jamais vous voulez m'interrompre, me poser des questions, etc. N'hésitez pas. OK. Donc, voilà. Comme toujours, aussi, pour bien s'organiser, j'utilise cette fiche que je vous ai déjà montrée, avec le titre, possible lien avec d'autres matières, objectifs des apprentissages, la durée. J'insiste toujours, très optimiste. Hein. J'avais pensé que, enfin, j'avais envisagé que j'aurais terminé début de mars. On est 20 mars et j'ai presque terminé la semaine dernière. Donc voilà, toujours trop optimiste. Hein. Critères d'évaluation, méthodologie que je vais suivre, ou qu'on va suivre, et séquence des compétences qu'on va voir, qu'on va analyser ensemble. Et pour l'évaluation, je vais me concentrer, dans cette situation d'apprentissage, je me concentre notamment à développer des parties de l'épreuve externe. C'est pour cela que je demande à mes élèves de faire énormément d'argumentation, des dissertations, des sujets, enfin de développement des sujets historiques. J'évalue aussi par une épreuve, un examen, un contrôle, enfin, comme vous voulez, modèle Bachivac, mais je rajoute aussi d'autres types d'activités qui me semblent intéressantes pour eux. D'accord? Là, je vous laisse aussi quelques ressources intéressantes pour cette situation d'apprentissage. Pour les ressources web, j'ai mis l'hémérothèque du journal ABC. Et on trouve plein de sources pour travailler avec nos élèves. Et pour des ressources vidéo, c'est un petit extrait, voilà, qu'on va voir puis après ensemble. Donc, cette situation d'apprentissage, j'ai décidé de la diviser en 2 grandes séquences. D'accord? Vous allez voir que pour la situation d'apprentissage qu'on va travailler on va voir, que je vais vous présenter la semaine prochaine, je la divise en 5 séquences. Cette situation, je la divise en 2. Parce que même si c'est une situation que j'envisage d'une façon très chronologique, j'aime bien aussi faire une petite comparaison tout le temps entre les 2 pays. Façon que, oui, j'envisage comme ça, mais d'une façon, enfin, j'envisage une situation d'apprentissage chronologique, c'est-à-dire des événements l'un après l'autre. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi que les élèves voient qu'il y a, voilà, un thème, disons, qui va rassembler les 2 pays, d'accord? Et qu'on peut faire toujours la comparaison entre les 2. Donc, pour cette première séquence, j'ai présenté
voilà un défi, une problématique globale, comment l'Espagne et la France affrontent la période entre deux guerres. Premier défi, comment les tensions politiques en Espagne ont-elles influencé la transformation du paysage politique et les aspirations démocratiques du pays. Avec ce défi, je crois qu'on peut aborder le passage de la dictature à la démocratie républicaine voilà, et les aspirations effectivement de réformes et des changements, voilà, qu'on va déposer dans la mise en place de la Seconde République espagnole. Donc, pour la séquence est contenue, on commence par la dictature de Primo de Rivera, que j'ai divisée en, disons, 5 sous-thèmes, si on peut dire, classiques. Donc, vous voyez comment, en fait, c'est une structure, je crois, assez classique, non seulement pour l'histoire de l'Espagne et la France, mais aussi pour l'histoire de l'Espagne de Segundo de Bachillerato. On commence par le putsch de Primo de Rivera, le coup d'État du 13 septembre 1923. Et les phases de la dictature, on parle du directoire militaire, le directoire civil. On parle puis après des appuis de la dictature. Ce sont les secteurs de la société qui vont appuyer, qui vont soutenir la dictature. Et, on aborde aussi les réformes économiques et sociales envisagées par la dictature de Primo de Rivera. Comment augmentent les oppositions, d'accord? Et donc, dans quel moment les oppositions vont-elles apparaître dans le panorama politique? Et finalement, de la crise politique à la transition post-dictature, c'est-à-dire on analyse cette année de 1930 à 1931, où l'Espagne s'est couchée monarchique, s'est réveillée républicaine. Voilà. Donc, pour la première partie, le putsch de Primo de Rivera, voyez comment, effectivement, on trouve énormément de documents dans pas mal de journaux, des revues, etc. Parce que c'est une époque très, très intense par rapport à la production des journaux, n'est-ce pas? Donc là, je mets 3 exemples, d'accord, avec le manifeste de Primo de Rivera, Al País y al Ejército, Españoles, voilà, c'est le manifeste que vous connaissez énormément et qu'on travaille énormément aussi en cours. Cette image assez connue aussi de Primo de Rivera avec, voilà, qui parle avec le roi et qui est en train de, voilà, d'organiser de tout ce qui va être le gouvernement. Et aussi cette vidéo, je ne vais pas le mettre maintenant, je vous le laisse dans la partie des ressources, d'une série qui me semble très intéressante, Memoria d'Espagne. Je crois que j'imagine que vous connaissez déjà cette émission, même si c'est une émission début des années 2000, c'est-à-dire c'est une émission qui a déjà une vingtaine d'années. Il me semble qu'elle continue à être l'une des émissions les plus adéquates, les plus intéressantes, les plus pertinentes, voilà, pour nos élèves. Donc, c'est pour cela que je l'utilise tout le temps. Et en fait, on a de petits extraits, d'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre le chapitre tout entier, qui se trouve en fait dans la web de Radio-Télévision Española, mais il y a de petits morceaux, voilà. Pour les questions que je propose de résoudre ensemble, présenter les documents. Comme vous le savez, la première partie de l'épreuve externe pour les commentaires documents, première question, présentation de documents. Donc, pour moi, c'est un exercice très habituel. Quelles sont les raisons de Primo de Rivera pour justifier le coup d'État? On analyse le manifeste de Primo de Rivera et on voit les 4-5 éléments, voilà, qui vont justifier les coups d'État. Si vous vous rappelez bien, la corruption,
les politiciens qui sont déjà, pas des experts, des professionnels de la politique, l'immoralité, les assassinats des curés, lutte des classes, etc. Enfin, les désastres danois, enfin, toutes ces raisons, voilà, qui expliquent en fait pourquoi le coup d'État. C'est très bien parce qu'en fait, il n'y a pas les élèves, ils voient directement les raisons. Donc c'est pas un super effort de se rappeler quelles sont toutes les raisons du coup d'État de Primo de Rivera. C'est clair, dans le manifeste, on peut, enfin, sur le manifeste, on a toutes les explications. Quelle est la solution proposée par Primo de Rivera et quel est le rôle du roi? Cette question, elle me semble hyper intéressante et très importante à réfléchir. Parce qu'effectivement, cette image nous montre quel est le rôle du roi. Comme vous le savez, comme vous les connaissez, énorme. Enfin, déjà, ce n'est pas nécessaire de trop expliquer. Le roi, il va permettre le coup d'État. Le roi, il va laisser passer, laisser faire, laisser passer. Et il va soutenir, en fait, Primo de Rivera. Il va laisser qu'il se fasse avec le gouvernement, avec tous les pouvoirs, qu'il supprime la Constitution, qu'il organise une sorte de dictature militaire. Et lui, il est assez content. J'imagine que vous connaissez cette anecdote qui raconte, enfin, qui dit que Alfonso XIII, il s'est promené avec Primo de Rivera et il l'introduisait ou il le présentait à tout le monde comme voilà mon Mussolini. Donc, comme vous le savez, en 1921, il vient de se produire le coup d'État en Italie. Donc, voilà, la situation entre l'Espagne et l'Italie, c'est plus ou moins la même. Et on considère, enfin, à l'époque, on considérait apparemment que Primo de Rivera, il était destiné à devenir le duce d'Alfonso XIII. Donc, voilà. Là, je vous montre aussi quelques images pour les faces de la dictature, classique encore. Je vous mets cette schéma, c'est pas à moi, en fait, c'est pas moi qui l'a fait, c'est un schéma classique. Il y a beaucoup d'années, qui est très, très pédagogique, très scolaire, qui montre voilà, les divisions de la dictature de Primo de Rivera. D'un côté, le directoire militaire, objectif, la pacification au nord du Maroc, débarquement d'Alhucemas, et à partir de 1925, comme vous le savez, essaye de consolider le régime, d'institutionnaliser le régime à travers des institutions, malgré la redondance, comme la création de ce parti unique, l'Union patriotique, l'essaye de rédiger une sorte de constitution qui n'est pas une constitution, mais quand même. Et voilà l'institutionnalisation du régime à travers voilà, l'enseignement, à travers l'investissement public, etc. Enfin, donner l'image d'un régime stable et durable. Puis après, on parle des appuis de la dictature. Tout d'abord, le roi. Effectivement, le roi est l'un des grands appuis de la dictature. Les militaires, une énorme partie des militaires, pas tous, hein, mais une énorme partie de l'armée. Pardon. Puis après, une énorme partie de la bourgeoisie, de l'aristocratie, voilà, qui voit dans la dictature une façon de s'en sortir d'une situation de tensions politiques et de crises politiques qu'on vivait à la fin des années 10, début des années 20. Aussi, comme vous le savez, une partie des classes moyennes qui voit voilà, que Primo de Rivera peut être aussi la personne qui peut solutionner, comme on a dit tout à l'heure, un problème de tension politique, notamment des tensions sociales, et même une partie du mouvement ouvrier, d'accord? Donc, puis après, on parle des réformes économiques et sociales qui sont assez évidentes, voilà, assez importantes. Là, je vous montre quelques images que je travaille en cours.
une locomotive, enfin, la restructuration de tout le réseau des trains, pas tout le réseau, mais d'une grande partie du train, amélioration et modernisation des infrastructures, la création de monopoles, comme par exemple le CAMSA ou la téléphonique. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Ça, c'est le palais de la presse, ce n'est pas le bâtiment de Téléfonica. Je suis désolée, je me suis trompée avec l'image. Mais bon, la Téléfonica, comme vous le savez, c'est-à-dire la compagnie des téléphones espagnols, c'est forme précisément à ce moment-là. Et bien sûr, pour montrer comment la dictature est un régime durable, un régime stable, légitime, bon, stable, durable, disons, et pour montrer au monde la puissance de l'Espagne, l'organisation des expositions internationales, comme par exemple celle de Barcelone ou celle de Séville, voilà, vont effectivement essayer de montrer voilà, l'importance, la valeur du régime et les développements et la modernisation de l'Espagne. Donc voilà, c'est pour cela que j'envisage ces questions. Pourquoi peut-on dire que la politique économique est interventionniste? Parce qu'il y a une intervention de l'État en économie, c'est l'État voilà, qui va organiser comment produire, quels sont les secteurs stratégiques, etc. Donc, quel domaine l'État investit-il? Communication, transport, infrastructure, et quel est l'objectif de la politique hydraulique de la dictature, d'accord? Parce qu'on analyse aussi toutes les infrastructures de barrages et voilà, qui vont se mettre en place à ce moment-là. D'autres éléments qui me semblent très intéressants, l'organisation, les réformes sociales. Je mets cet exemple des comités paritaires qui explique comment se fait pour éviter la lutte entre les patrons et les ouvriers. Comme vous le savez, le premier tiers du XXe siècle, les premières 20 années du XXe siècle sont des années très, très conflictuelles au niveau des luttes ouvrières et des luttes du mouvement ouvrier. Donc, les comités paritaires sont créés voilà, pour éviter les luttes, enfin les conflits violents, d'accord, entre les patrons et les ouvriers. Donc voilà, les comités paritaires s'organisent voilà, pour arriver à des accords, d'accord. C'est un peu comme oui, les comités paritaires, c'est un peu comme les tribunaux d'arbitrage maintenant en Espagne, c'est plus ou moins comme ça. Et puis après, je vous montre aussi une école publique 1928. C'est vrai que pendant la dictature, on va ouvrir énormément d'écoles primaires. On va insister sur le fait de l'éducation, de l'instruction, depuis la primaire, d'accord? Des questions que je propose à mes élèves, en quoi consiste la politique sociale de la dictature et quel est le syndicat qui en tire profit, quel aspect de la politique sociale montre l'image et de quel secteur viennent les principales critiques de la dictature que je montre ici, d'accord? Effectivement, à la fin des années 20, il va y avoir une montée de opposition, comme vous le savez. Avec l'institutionnalisation du régime, il commence à se produire aussi un certain discrédit. Bon, d'accord, Primo de Rivera, il est là pour mettre solution à un conflit qui est très clair. En fait, c'est le conflit annuel. Une fois le Maroc pacifié, pourquoi on va continuer avec une situation d'anomalie politique. On n'a plus de constitution, on n'a plus de liberté. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il va y avoir une énorme partie de la population, une énorme partie des groupes intellectuels, politiques, très différents, voilà, qui vont commencer à mettre en question la dictature, le développement de la dictature, et qui vont commencer à demander une sortie voilà, à cette situation, quand je vous dis, d'anomalie. J'aimais cette lettre de Unamuno à la jeunesse espagnole depuis son exil en France.
Comme vous le savez, Unamuno, il était le recteur, le directeur, si vous voulez, de l'université de Salamanca, a été renvoyé. Et il va devoir s'exiler, d'accord, et donc parti ailleurs. Et il va effectivement écrire, diriger cette lettre à la jeunesse espagnole, qui me semble très, très intéressant. Regardez le noyau, d'accord? La injusticia, la inmoralidad, désolé, je vous le dis en espagnol parce que j'ose pas traduire Unamuno. La injusticia, la inmoralidad, la mentira son policía tiránica. Estáis amaestrando a vuestros profesores, enseñándoles a ser maestros y ciudadanos. Despreciad a esos cuitados de ellos, ganapanes de la enseñanza, j'adore cette expression, ganapanes de la enseñanza, que aceptan siervos del destino y del escalafón, comisarías regias para administrar la universidad. Donc, cette dénonce que les profs d'université, ils sont là, voilà, parce que parce qu'ils sont ils connivent avec le régime, ils sont des souteneurs du régime. Donc, puis après, on aborde de la crise politique à la transition post-dictature. On parle de la démission de Primo de Rivera, qui a de moins en moins d'appui, ni de l'armée. Une partie énorme des partis dynastiques sont contre lui. Aussi, il va perdre aussi le discrédit d'une énorme partie de la bourgeoisie, de la bourgeoisie catalane, bien sûr. Donc, petit à petit, Primo de Rivera, il se trouve plus isolé. Donc, finalement, comme vous le savez, en 1930, il va démissionner. Et Alfonso XIII, il décide de le remplacer par un autre général, d'accord, dans ce cas, Damaso Berenguer, ce qui va susciter la rédaction, à mon avis, de l'un des textes les plus excellents de la politique espagnole, El Error Berenguer. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà ces documents. Et moi, j'adore le lire avec les élèves parce que c'est un document. Enfin, Ortega y Gasset, vous savez, quand il écrit, enfin, c'est délicieux de le lire, mais ce texte est si bien expliqué, si bien présenté. Il explique très bien el error Berenguer. No es una rata, c'est el error Berenguer. C'est lui l'erreur. Et en fait, ces documents nous montrent effectivement comment il n'y a plus. Enfin, la dictature, elle va disparaître, c'est clair, mais encore plus. Ce qui va disparaître est la monarchie. Voyez à la fin, españoles, vuestro estado no existe, reconstruirlo, de lenda es monarquía. Donc, voilà, à mon avis, c'est les documents, voilà, qui expliquent comment la monarchie elle va terminer. Donc, puis après, vous avez d'autres images, voilà, que vous connaissez, j'imagine déjà, le pacte de Saint-Sébastien entre les forces républicaines, voilà, qui vont essayer de trouver une solution, une sortie non seulement à la situation de dictature, mais aussi à la situation d'une monarchie qui a soutenu, qui a supporté, voilà, cette situation de dictature pendant 7 ans. Là, aussi cette image des héros des Jaca, comme vous le savez, une révolution avant la lettre républicaine avec l'objectif, voilà, d'installer la République en Espagne. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? C'est bon? Donc, deuxième partie de la séquence, deuxième défi, comment les tensions politiques en Espagne, je continue, ont-elles influencé la transformation du paysage politique et des aspirations démocratiques du pays? Donc, première partie, transformation du paysage politique, dictature. Maintenant, on va à les aspirations démocratiques du pays à travers la Seconde République. Je la divise aussi en 3 parties, proclamation de la République, constitution et les phases de la République.
Donc, quelques documents, enfin, pour la proclamation de la République, on en a, je ne sais pas, 1000, 2000, 4000 documents à utiliser. C'est très difficile de sélectionner les documents pour les élèves parce qu'on en a plusieurs, énormément de documents, heureusement. Moi, j'ai choisi ces 3, 4 documents. En fait, le dernier n'est pas un document, c'est une réflexion que j'adore. À propos de la proclamation de la République. D'abord, cette carte qui est indispensable. Cette carte est la carte où on va assister à, enfin, on peut analyser quelles sont les communautés ou les provinces à ce moment-là qui ont voté pour la République lors des élections, comme vous le savez, du 12 avril 1931. Et les provinces voilà, qui ont voté pour maintenir la monarchie. C'est une carte qui, puis après, va se reproduire pendant la guerre civile, enfin, pendant les coups d'État, c'est-à-dire les provinces qui vont suivre les coups d'État sont plus ou moins les mêmes provinces voilà, qui ont voté pour monarchie en 1931. Et voilà, quand je vous dis que c'est une carte très intéressante, puis après pour la comparer. La renonce au trône d'Alphonse XIII, un classique. Cette photographie d'Alfonso, qui était un photographe des années 20, 30, 50, 40, 50, voilà, qui avait son studio à Madrid. C'est la proclamation de la République à la Puerta del Sol, à Madrid. Et puis après ce document, enfin, j'insiste, ce n'est pas un document, c'est extrait, en fait, le livre de Julián Casanova. Je ne sais pas si vous connaissez Julián Casanova. Lui, il est un catedrático de l'université de Zaragoza. Il a énormément travaillé à propos de la guerre civile, de la République et la guerre civile, la dictature. Et il dirige des séminaires, des formations pour des profs des secondaires et des bachilleratos pour leur enseigner comment enseigner la guerre civile, enfin, République, guerre civile et dictature dans les lycées, dans les établissements d'éducation secondaire. Il a un livre, à mon avis, enfin, l'un des meilleurs livres à propos de les conflits armés du XXe siècle. Je vous le dis en espagnol, il s'appelle Siglo XX, un siglo de violencia indómita. Super bien. Et ce livre, République et guerre civile, dans ce livre, il y a ce petit paragraphe qui explique très bien comment, effectivement, l'Espagne est un pays qui s'est couché le 13 avril 1931 monarchique et s'est réveillé le 14 républicain. La República no fue la conquista de un movimiento republicano con raíces sociales profundas, sino el resultado de una movilización popular. Voyez l'image. L'image est absolument très très bien avec le texte. Sino el resultado de una movilización popular contra la monarquía. Voilà. Ce n'est pas la conquête d'un mouvement républicain, mais on est contre la monarchie. Ce n'est pas qu'on est pour la République, on est contre la monarchie, particulièrement la monarchie d'Alfonso XIII. Que recogió los frutos en el momento en que a la monarquía le fallaron todos sus apoyos sociales e institucionales. Voyez. C'est une super réflexion. Voilà. Et puis après, pour la Constitution, encore 1000 documents. Moi, je vous montre, juste un petit moment, j'ai la chance d'avoir, je vais essayer de vous la montrer. Alors, juste un petit moment. Je ne sais pas comment je vais focaliser ça, mais je vais essayer quand même. C'est pas trop bien qu'elle se voit. Je suis désolée. Alors, je la mets comme ça. Bon, désolée. Mais bon, ici, il y a un exemplaire authentique de la Constitution de 1931 qui appartenait à mon grand-père et que je montre, je passe à mes élèves à chaque fois que j'explique la Constitution de 1931. Donc, vous voyez, c'est une bonne façon voilà, de jeter un œil directement à la Constitution.
Je choisis quelques extraits voilà, de la Constitution pour les travailler en cours. Les extraits qui me semblent les plus intéressants, d'accord? Donc, voilà, j'ai mis des questions, montrer que cette constitution décentralise l'administration, par exemple. Quels sont les articles qui établissent la séparation de l'Église et l'État? Quelle est la relation entre l'article 44 et la distribution de la propriété agraire? Donc, toutes ces trois questions me servent pour que les élèves comprennent que les aspirations démocratiques de la République vont voilà, pour solutionner les problèmes disons, qui était très, très dans l'esprit espagnol. La question agraire, la question de la décentralisation de l'État, la séparation de l'Église et l'État. Voilà. Et puis après, un autre élément qui me semble très intéressant, la question de la participation des femmes en politique, enfin, pas en politique, c'est pas bien exprimé. L'accord des droits au vote. Comme vous le savez, c'est un débat très intense qui va se produire dans les congrès des députés lors de la permission ou pas des femmes à voter. D'accord? Comme vous le savez, il y avait trois positions des femmes, trois femmes voilà, qui se confrontaient. Et à ce moment-là, Margarita Nelken d'un côté, Clara Campoamor et Victoria Kent, voilà, qui avaient des positions très différentes entre elles. Et j'aimais ce discours de Victoria Kent, comme vous le savez, députée du Parti socialiste en 1931, où elle voilà, déclare que si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna. A mi juicio, entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la República, que vean las mujeres que la República trae a España, lo que no trajo la monarquía, etc. Voilà les arguments qu'elle propose voilà, pour ne pas encore, attention, c'est pas que Victoria Kent est contre le vote, accorder les votes aux femmes, mais c'est plutôt qu'elle est pour pas encore accorder les votes aux femmes. Et là, je vous laisse aussi un petit extrait d'un film très intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez, Clara Campoamor, La mujer olvidada, qui explique d'une façon très, très, très évidente, très bien présentée, le rôle de Clara Campoamor dans les discussions, d'accord, dans les congrès des députés par rapport au vote des femmes et aussi l'installation de la République elle-même. Donc voilà, c'est très bien. Donc, quatrième question, pourquoi s'oppose Victoria Kent au suffrage féminin et quelle est la décision finale sur cette question qu'on peut voilà, analyser dans les mêmes extraits. Voilà, de cette constitution. Dans l'article 36, on voit les citoyens de l'un ou l'autre sexe âgés de plus de 23 ans jouiront des mêmes droits électoraux. Donc voilà. C'est vrai que la majorité était à 23 ans, ça c'est clair. Voilà, et puis après, les phases de la République. J'aimais aussi cette frise chronologique avec toutes les différentes phases de la République, gouvernement provisoire jusqu'à 1931, les biennats de gauche, les biennats réformistes jusqu'à 1933, les événements des Casas Viejas, comme vous le savez, la crise des gouvernements, les biennats radical-célistes ou des centres-droites, les événements, la révolution aux Asturies, les révolutions en Catalogne, et voilà les élections de février 1936 qui vont accorder la victoire au Front populaire. Voilà. Et encore, j'ai mis des exemples pour tous les biennats réformistes, tous les réformes qui sont mises en place ou sont envisagées au moins, je ne sais pas si mis en place, mais envisagées pendant ces 2 années voilà, de gouvernement de gauche, les événements à Casas Viejas, comme je dis, puis après la situation avec la CEDA, la formation la coalition des droites, la peur de que la droite avance, ce sont les années 30, tout ce qui est tous les événements qui se passent en Allemagne, la hausse du nazisme en Allemagne,
la hausse du fascisme en Italie, la création des phalanges en Espagne, la création voilà, des partis d'extrême droite, et comment ça se voit comme un fait, comme une menace réelle. Et puis après, comme je vous dis, les révolutions en Asturies et la révolution en Catalogne, les conséquences, et la démission de la crise du gouvernement qui va susciter voilà, la décomposition voilà, du gouvernement à cause, comme vous le savez, de cette affaire qui touchait, enfin, de corruption dans le gouvernement qui touchait voilà, de las máquinas tragaperras. Non, c'était pas máquinas tragaperras, c'était plutôt la roulette, donc dans des casinos de l'Espagne. C'est cette affaire de l'extraperlo qu'on dit, voilà, qui touchait à des membres du gouvernement. Et cela, effectivement, va susciter la convocatoire des élections, encore des élections, et la coalition des partis de gauche, dont les Fronts populaires, de la même façon qu'en France. Et comme ça, on passe au défi par rapport à la France. On va voir la même chose, mais maintenant, voilà, dans les pays voisins. Et on va commencer par la crise de la Troisième République, la France, les Fronts populaires et la crise des années 30. On va parler de la crise des années 20 ou les crises des années 20 et les avancées. Désolé, il y a une erreur, c'est les avancées sont E du Front populaire. Donc, on parle des crises des années 20, des années 20 et des années 30. Donc, on voit le crash. Normalement, moi, ce que je fais, c'est d'abord expliquer un peu quel est le panorama politique des années 20 en France, après la Seconde Guerre mondiale, et comment la France et les Français se reconstruisent après la Première Guerre mondiale. On voit que les années 20, ce sont des années où il va y apparaître des nouvelles formations politiques, hein, telles que, par exemple, Action française et tout ça, et comment il va commencer à y avoir des tensions entre la gauche et la droite. Mais notamment, c'est à partir des années 30, à la fin des années 20, après le crash de la bourse à New York, que les tensions entre les forces politiques de gauche et de droite vont augmenter. D'accord? Donc là, je vous montre quelques exemples de cette crise. Parce qu'effectivement, dès qu'on parle des crises des années 30, en France, on parle d'une crise économique qui est évidente. Donc, vous voyez, c'est ce graphique, d'accord, où on voit la descente de la production, d'accord, et l'augmentation du chômage en France. Comme vous le savez, la France dépendait énormément des aides des États-Unis et des importations des États-Unis. Donc, la France exportait à d'autres pays, mais aux États-Unis et à d'autres pays. Mais avec la crise de le crash de la bourse de 1929 et la limitation des exportations et la limitation des aides qui viennent des États-Unis, la France va entrer aussi dans une situation d'énorme crise économique. Mais cette crise économique n'est pas la seule. On voit aussi une crise politique parce que effectivement, il va y avoir pendant les années 30 une importante instabilité gouvernementale et une crise sociale due aux tensions qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux différents groupes politiques qui commencent à s'affronter, tel qu'on voit ici. Voilà. Moi, j'aime bien comparer les unes de ces deux journaux. D'un côté, l'Action française et de l'autre côté, les populaires. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement voilà, qu'on voit ici, dans cette image. Est-ce que quelqu'un sait quel est le conflit qu'on voit dans la photographie? En fait, c'est un conflit, c'est-à-dire comme en Espagne, mais c'est aussi un moment, c'est 1934. Alors, Action française, parmi d'autres partis des droites, ont fait un appel à une manifestation contre le gouvernement.
L'appel à la manifestation est assez clair. Contre le gouvernement, contre les Blancs qui prétendent mettre des forces étrangères dans notre pays. C'est-à-dire, Léon Blum, vous le savez, il est le leader du Parti socialiste, de l'SFIO français. Selon le manifeste d'Action française, parmi d'autres, parce que le manifeste, l'appel à la manifestation est signé par d'autres partis politiques de droite, comme je vous ai dit. Léon Blum, c'est le leader du Parti socialiste et apparemment, il est en contact avec l'Union soviétique et il prétend voilà, que l'Union soviétique se mêle dans les affaires politiques de la France. Mais aussi contre tout ce qui s'appelle... et il met on met plein de noms qui nous rappellent à des noms de juifs. D'accord? Donc, l'appel à la manifestation est contre le gouvernement, contre les étrangers, contre la corruption et aussi contre tous ces groupes, voilà, des gens qui sont là et qui nous volent le travail. Donc, c'est un discours malheureusement très connu, d'accord, et très bien connu. Donc, ça se produit le 6 janvier 1934. Donc, la manifestation est une manifestation qui se convoque dans la place des Tuileries, entre la place des Tuileries et le parc des Tuileries, pardon, et la place de la Concorde. Et c'est là qu'il s'est organisé une énorme confrontation entre les manifestants et la police. D'accord? Le lendemain, on a interprété cette manifestation comme un essai de coup d'État contre le gouvernement. C'est pour cela qu'on voit les populaires, les coups d'État des forces fascistes a échoué. Les populaires qui étaient à l'époque un journal sympathisant voilà, des socialistes. De l'autre côté, vous voyez le journal Action française. Action française, c'était une revue, d'accord, qui est devenue en parti politique, d'où sort en fait des personnages très connus de l'histoire de la France, comme par exemple Charles de Gaulle. Il appartenait à Action française, même si puis après, il a fait d'autres choses. D'ailleurs, il s'est écarté, voilà, bien sûr, de la pensée de Action française. Mais effectivement, Action française était un groupe de droite, voire extrême droite. Okay. Après les voleurs, les assassins. Oui, parce que les voleurs, c'est le gouvernement, d'accord? Parce que le gouvernement était mis dans un cas de corruption avec un tel Stavisky, d'accord? Voilà, qui avait protagonisé une affaire d'une escroquerie, voilà, en France. Les assassins, pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant la manifestation, 100 personnes ont été blessées et 4 personnes ont été tuées. D'accord? Donc, vous voyez les deux façons d'interpréter les événements du 6 janvier 1934. En tout cas, ce qu'on observe est que la Troisième République, après cette manifestation qui a failli toucher voilà, les systèmes eux-mêmes, les racines eux-mêmes de la Troisième République, elle va encore résister. Et ce qu'on observe aussi est que l'armée va se maintenir du côté de la République. D'accord? Mais en tout cas, ces faits vont encourager au groupe de gauche à se rassembler dans un front populaire contre l'avancée du fascisme en Europe et particulièrement en France. Donc voilà, c'est pour cela que dans les élections de 1936, les Fronts populaires est allé en mai 1936, quelques mois après la victoire du Front populaire en Espagne, sont allés ensemble et le Front populaire a gagné les élections. D'accord? Et on a choisi Léon Blum comme président du gouvernement et on va entreprendre un programme de réforme
des réformes économiques et sociales pour essayer d'améliorer la situation économique sociale voilà, de la France des années 30. Je vais vous mettre ce petit extrait. Vous me dites si vous... Vous écoutez? Non. Non, on n'entend pas le son, Maria. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est partager. Qui se répandent à un rythme que la France n'avait jamais connu. C'est bon? La plupart des ouvriers et employés Oui. se sont proches de ce nouveau gouvernement et ils veulent peser sur sa politique. Donc, c'est la victoire du Front populaire. Souvent dans une ambiance de fête, 9000 usines sont occupées et 2 millions de Français font grève. Beaucoup pour la première fois. C'est dans cette ambiance que Léon Blum prend le pouvoir. Les grèves, conduites par les employés et les syndicats, l'amènent à se saisir immédiatement des demandes exprimées. En juin 1936, à peine arrivé à Matignon, il fait voter la diminution de la durée du travail, qui passe de 48 à 40 heures par semaine. Surtout, 2 semaines de congés payés sont instituées. Les élèves, c'est l'été approche, et pour que ce nouveau droit aux vacances devienne immédiatement effectif, des billets de train à prix réduit sont prévus. Beaucoup de Français voient pour la première fois la mer ou la montagne. Réduction de la durée du travail et création des congés payés s'inscrivent dans un projet de société plus large. Un projet que le ministre Léo Lagrange appelle la formation d'une société saine et heureuse. Un ambitieux programme de transformation sociale est lancé. L'éducation est renforcée par le passage de la scolarité obligatoire à 14 ans. En Espagne et en France, ce sont les jeux. La culture, favorisée par la création de musées, accessibles au plus grand nombre. La pratique du sport, encouragée avec la création d'un poste gouvernemental chargé de le promouvoir. C'est, avant l'heure, l'ébauche d'une société qui investit dans la formation de la jeunesse et où se répandent les loisirs et le tourisme. Une société plus mixte aussi, puisque pour la première fois, des femmes entrent au gouvernement. Mais, en cet été 1936, Léon Blum sait que la situation économique du pays reste mauvaise. Il essaye d'arrêter les grèves pour faire repartir la production et mener à bien son programme. L'État affirme son rôle. Il tente de mieux contrôler la finance en réformant la Banque de France. Il lance un programme de grands travaux pour stimuler l'activité et moderniser le pays. Parmi ces projets, la construction de barrages électriques et l'achèvement de l'électrification du pays. Mais avant que ce vaste programme à long terme ne se réalise, les difficultés immédiates assaillent Léon Blum. Une partie de la droite s'oppose fortement au Front populaire. Elle le soupçonne de préparer le terrain pour une révolution communiste. Elle insiste sur les liens entre le Parti communiste, qui est un des 3 partis du Front populaire, et le puissant Parti communiste soviétique, basé à Moscou. L'extrême droite, quant à elle, prend pour cible le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. C'est lui qui a fait dissoudre les ligues paramilitaires.
Une violente campagne de presse fait courir de fausses rumeurs sur le ministre. Fragilisé, Salengro se suicide, portant un dur coup au moral du Front populaire. Surtout, la coalition menée par Blum est mise à rude épreuve par un événement qui surgit dès juillet 1936, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. La République espagnole est attaquée par une partie de l'armée. Une rébellion militaire menée par le général Franco. Franco est aidé à la fois par Mussolini, qui dirige l'Italie fasciste, et par Adolf Hitler, à la tête de l'Allemagne nazie. En grande difficulté, le gouvernement espagnol demande l'aide de la France. Que doit-elle faire? Une partie de l'opinion française et Léon Blum veulent aider militairement les républicains espagnols. Mais beaucoup s'opposent à cette option, y compris au sein du Front populaire. Divisée sur cette question cruciale, la coalition du Front populaire vacille. Et les difficultés financières s'accumulent. En octobre 1936, il a fallu dévaluer le franc. Et en juin 1937, dans la tourmente budgétaire, Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers pour un mois. La Chambre des députés lui accorde, mais le Sénat lui refuse. Léon Blum démissionne. C'est la fin du gouvernement du Front populaire. Les gouvernements suivants, menés par le centre, vont maintenir la plupart des réformes du Front populaire. Mais l'heure des grands projets est passée. Maintenant, en cette fin des années 1930, une seule question préoccupe la France. Que faire face à l'Italie de Mussolini et surtout à l'Allemagne d'Hitler, qui ne cesse d'étendre leur pouvoir? Le Front populaire. Donc, vous voyez comment cette vidéo me semble très intéressante pour travailler avec les élèves. La comparaison entre le Front populaire espagnol et français et voir quels sont les enjeux, voilà, de chaque Front populaire. Et aussi comment le Front populaire termine en France et comment le Front populaire termine en Espagne. Bien sûr, ce n'est pas bien sûr le même destin, mais il y a aussi une chose qui est intéressante à y insister, et c'est que effectivement le Front populaire, le gouvernement du Front populaire en France termine par la démission de Léon Blum, mais voyez comment l'organisation du gouvernement de Daladier, voilà, qui va former le gouvernement après, ne va pas enfin, c'est vrai qu'il y aura certaines réformes qui vont être encore réformées, je peux dire comme ça, mais c'est vrai que le gouvernement, il ne va pas faire tomber les réformes proposées par le Front populaire. D'accord? Donc, ça, c'est aussi important et intéressant à y insister. Voilà quelques questions que je propose par rapport à cette vidéo. Quels étaient les principaux objectifs du Front populaire en France? Quelles sont les réformes sociales et économiques? Comment le Front populaire a-t-il influencé les conditions de travail et les droits des travailleurs en France? Quels étaient les défis et les oppositions rencontrées par le Front populaire lors de la mise en œuvre de sa réforme? Et quel est l'impact du Front populaire sur la politique française et sur les relations internationales de la France à cette époque? Voilà. Donc, on passe à la dernière partie de cette situation d'apprentissage. Quelles sont les réactions totalitaires qui se produisent en Espagne? Dans quelle mesure la guerre d'Espagne reflète les tensions idéologiques et politiques entre démocratie et totalitarisme? Donc, on va parler d'abord de la guerre civile en Espagne et puis après de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la guerre civile espagnole, je l'organise aussi d'une façon très classique.
l'origine de la guerre, les phases du conflit, la dimension internationale du conflit et l'évolution politique de deux camps. Et là, cela me permet énormément de faire des comparaisons, faire des parallélismes entre l'Espagne et la France, et notamment, quand je parle de la dimension internationale du conflit, quelle est la vision de la France par rapport à la guerre? Il y a Léon Blum qui gouverne pendant le coup d'État, pendant l'établissement de la guerre. Quelle est la position de la France par rapport à la guerre en Espagne? Voilà, pour les coups d'État, pour l'origine, on voit quelle est l'origine. On ne parle pas des causes de la guerre, on parle de l'origine de la guerre, parce que la cause de la guerre est un coup d'État échoué, comme vous le savez. Mais quelle est l'origine? C'est-à-dire comment s'organise le coup d'État, la conspiration des militaires, comment ils étaient, quand vous les avez divisés, pas divisés, mais distribués un peu en Espagne, séparés entre eux pour éviter voilà, la conspiration qui finalement se précipite, comme vous le savez, lors de l'assassinat de Calvo Sotelo, de Teniente Castillo. Et comme vous le savez aussi, les garnisons s'élèvent à Tétouan, au Maroc. Et comme vous le savez aussi, Franck il va venir des Canaries dans les Dragons rapides, hein, cet avion prêté par les Allemands jusqu'à Tétouan pour se faire avec pour diriger voilà, les troupes à Tétouan et passer à la péninsule. Donc là, on voit, je vais vous mettre deux exemples de comment s'organise, enfin comment dans les villes principales du pays, le coup d'État va échouer. On parle de Barcelone, on voit Madrid. Voilà, et cela, effectivement, va déclencher la guerre. Voilà, on envisage les phases du conflit. On commence par l'assaut à Madrid. Comme vous le savez, c'était l'objectif des soulevés. Voilà, prendre Madrid, parce que si on prend la capitale, voilà, pour le reste, c'est question de très peu de temps. Et entre le mois de juillet et le mois de novembre, il se produisent l'attaque les plus intenses à la capitale, les bombardements, l'organisation structurelle voilà, de la défense de Madrid, et les avancées par les Sud et l'organisation de la défense depuis la capitale par le général Miaja. Et la venue voilà, des brigades internationales, parce que c'est à ce moment-là que c'est le mois de septembre que la France va refuser d'envoyer d'aide militaire officielle à l'Espagne, mais c'est pour cela qu'un grand groupe de volontaires est venu de toutes parties du monde voilà, pour lutter pour la liberté et la démocratie. Les brigades internationales se rencontrent en Espagne, d'abord à Madrid, voilà, pour s'organiser et défendre, voilà, pour se positionner du côté de la République, qui passe par des moments très compliqués, comme vous le savez aussi, au début de la guerre. Je vous laisse aussi un extrait qui me semble hyper intéressant, Las trincheras de la Complutense, parce que si vous êtes de Madrid ou si vous connaissez Madrid et si vous connaissez l'Universidad Complutense, l'Universidad Complutense se trouve à Moncloa. Et Moncloa de nos jours est le centre de Madrid, mais à ce moment-là, c'était plutôt les alentours, si on peut dire comme ça. Donc, c'était plutôt hors de Madrid. Donc, à la Complutense, il s'est organisé le front. Donc, il y aura un moment, sur un moment donné, on verra que dans les facultés, il y aura des combats. Et le front s'établit dans des salles de classe de l'université. Si vous avez l'occasion, je vous recommande énormément de regarder cette vidéo, Las trincheras de la Complutense, qui sort voilà, d'une émission plus longue qui s'appelle La guerra civil en color, que je vous recommande aussi très vivement. Avant, c'était sur Amazon Prime, maintenant, je ne sais pas. Puis après, on passe à la guerre pour le contrôle du Nord. La question voilà, comme vous le savez, une fois qu'on voit que pour le moment, Madrid, ce n'est pas possible et que en fait, le gouvernement
s'est déplacé, le gouvernement de la République s'est déplacé à Valence, on va se concentrer sur le nord de l'Espagne. D'accord? Et voilà, je vous laisse aussi le Guernica, que comme vous le savez, a été peint à l'occasion de l'exhibition de l'exposition universelle de 1937, exposé dans les pavillons de la République. Et je propose quelques questions, voilà, pour travailler El Guernica. Le Guernica, comme vous voulez. On parle aussi de la bataille de Teruel qui est dans la campagne du Nord et qui va déclencher en fait la bataille de l'Ebro. D'accord, le contrôle de l'Ebro, c'était un contrôle frontalier fondamental et la bataille de l'Ebro, qui va durer presque toute l'année 1938 et qui va supposer très peu, voilà, de mouvements par rapport aux troupes soulevées, mais les troupes républicaines, c'est vrai que ça va finalement supposer la rupture, voilà, totale entre l'Espagne républicaine et qui va encourager les rebelles de monter vers la Catalogne, chose qui va se passer, enfin qui va terminer en 1939, janvier 1939, de la Catalogne. Pour la dimension internationale du conflit, on parle effectivement comment la Société des Nations a décidé de ne pas envoyer de l'aide à l'Espagne. On a décidé de maintenir la neutralité à travers ces comités de non-intervention, mais comme on le sait, les puissances comme l'Allemagne et l'Italie vont aider le camp rebelle, tandis que l'Union soviétique va aider notamment la République. Et comment ce groupe de volontaires appelés les brigades internationales arriveront en Espagne. Et c'est vrai qu'il y aura énormément de brigadistes français. Donc, même si la France, officiellement, oui, c'est vrai qu'elle ne va pas envoyer une aide officielle, mais c'est vrai que la plupart, pas la plupart, je ne veux pas dire ça, mais une énorme quantité de brigadistes viennent de la France. Et là, je profite pour faire une épreuve, pour développer cette épreuve, pour demander à mes élèves de faire une épreuve, se mettre en modèle, un peu en syntonie avec le Bashivak blanc, si on peut dire comme ça. Et cette année, je leur ai demandé de faire le modèle de l'année 2022, option A2. À ce moment-là, il y avait 4 options pour chaque partie de l'épreuve. Et pourquoi ça? Parce que c'était très intéressant de la proposition. Voilà. C'était les commentaires documents nous proposaient des documents. Voilà. Là, c'était celui-ci, cette affiche pour aider le peuple espagnol. Et puis après, ces documents, ces textes, l'extrait du discours de Léon Blum à Luna Park le 6 septembre 1936, où il donne voilà, des arguments pour ne pas envoyer de l'armement, des armes en Espagne. Donc, j'insiste pas trop. Je vous ai mis voilà des exemples réels, d'accord, faits en cours, d'accord. À vous de décider quelle est la qualification. Voilà. Et pour le contexte historique, voilà, deuxième partie, les élèves doivent, comme vous le savez, mélanger, faire un contexte historique qui mélange, qui inclut tous les 2 documents. Donc, cet élève, il a proposé, les 2 documents parlent, attention, petite faute, de la guerre d'Espagne, un conflit entre les républicains et les nationalistes de Franco, la France du Front populaire avec Léon Blum, dit qu'elle ne veut pas intervenir, je ne sais pas trop pour cette expression, pour éviter des problèmes avec d'autres pays, mais beaucoup de gens en France soutiennent les républicains. Cette époque est très tendue avec la montée des régimes fascistes et annonce un peu la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez comment cet élève, il a, oui, envisagé un contexte historique assez correct d'un point de vue historique, mais pour tout ce qui est le vocabulaire, la
correction stylistique, j'en sais pas trop. Puis après, je leur propose un exemple corrigé. C'était très intéressant aussi l'argumentation la développée parce que les sujets, c'était Léon Blum et la guerre en Espagne. Donc, il fallait effectivement aborder la position du Front populaire français, mais aussi aborder la guerre en Espagne. Donc, je vous lis la proposition d'un élève, d'accord? Léon Blum, leader du Front populaire en France, a joué un rôle compliqué face à la guerre civile espagnole. Ce conflit entre les républicains et franquistes, soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, a placé Blum dans une position difficile. Bien qu'il partageait les idéaux républicains, il a choisi la non-intervention, une décision très critiquée. Cette situation soulève une problématique. Comment le choix de Léon Blum face à la guerre d'Espagne, tel qu'exprimé dans son discours de Luna Park, reflète-t-il les tensions entre convictions idéologiques et contraintes politiques? Voyez comment jusqu'à là, l'élève il a très bien envisagé l'introduction et la problématique, elle me semble très pertinente. Pour répondre, nous analyserons d'abord les justifications de Blum dans son discours de Luna Park, et puis les conséquences de sa politique sur la République espagnole et la France. Voyez comment il va intégrer les deux questions, la France et l'Espagne. Lors de son discours à Luna Park, en octobre 1936, Blum justifie cette position en expliquant que soutenir l'Espagne républicaine aurait pu entraîner un conflit européen. De plus, son gouvernement était divisé. La droite refusait toute aide aux républicains, tandis que la gauche radicale voyait la non-intervention comme une trahison. Blum reconnaît la frustration de cette situation, mais insiste sur la nécessité du pragmatisme. Cette politique a eu des conséquences graves. La République espagnole, voyez comment il introduit la République espagnole, isolée, a été vaincue par Franco. Pour la France, elle a permis d'éviter un conflit direct à court terme, mais a aussi affaibli les antifascistes. Les discours de Blum montrent donc la difficulté de concilier idéaux et réalité politique. Cela illustre les limites du pouvoir face à un contexte international tendu. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Je trouve que c'est une argumentation excellente, en fait. Je ne sais pas si vous voulez. Je vous la laisse parce que, voilà, bien sûr, c'est une élève hyper magnifique. Je l'ai adapté, hein. C'est vrai qu'il y avait des petites fautes au niveau du français, mais en général, c'était comme ça. Donc, je vous la laisse pour que vous la lisiez tranquillement. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme exemple. Tenons compte hein, que c'est top. Voilà. Et puis après, un exemple corrigé à moi. Puis après, je montre l'évolution politique de deux camps. Qu'est-ce qui se passe pour l'Espagne républicaine? Qu'est-ce qui se passe pour la formation de l'État franquiste depuis les débuts, c'est-à-dire depuis le début de la guerre civile? Et comme ça, je peux commencer à parler de la dictature de Franco. Et pour l'évolution politique des deux camps, moi, je travaille ce film que je vous recommande vivement. Land and Freedom, c'est un film de Ken Loach et qui montre effectivement comment s'organise le conflit entre les anarchistes, les communistes et les poumistes. Donc, c'est triple conflit voilà, qui va s'établir notamment en Aragon et en Catalogne. C'est un film excellent, absolument excellent. Voilà. Cette activité d'évaluation est super intéressante parce que après, c'est vrai que pendant cette situation d'apprentissage, l'activité d'évaluation la plus chérie est commentaire documents, analyse documents tous les jours, hein, de façon quotidienne, et épreuve, parce qu'il y a le Bashiva qui est voilà, juste à côté, et il faut absolument voilà, que les élèves s'habituent à travailler, enfin, à faire Bashiva, mais il ne faut pas oublier d'autres choses et d'autres types d'activités qu'on peut aussi suivre. Je demande à mes élèves de lire
le livre que je trouve, à mon avis, le meilleur pour expliquer la guerre civile, Celia en la Revolución. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre à Elena Fortún. Fortún, elle était une écrivaine des années 20, d'accord? Elle a créé un personnage qui s'appelle Celia. Et c'était un personnage, enfin, c'était des livres pour des enfants. Mais Elena Fortún, qui en fait, elle était mariée à un capitaine de la République. Elle a dû s'exiler avec son mari en Argentine. Et c'est là qu'elle va écrire Celia en la Revolución. Son personnage, qui a l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans, plus ou moins, elle va vivre la guerre à Madrid, à Valence et à Barcelone. Et c'est un peu le périple, le parcours de Celia par Madrid, Valencia et Barcelona, en cherchant voilà, ses sœurs, voilà, qui apparemment sont parties en France à des colonies voilà, qui ont ouvert voilà, différents pays voilà, pour accueillir les enfants de la guerre. D'accord? C'est un livre génial. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vivement. Donc, mes élèves, ils lisent Celia en la Révolution et ils font une lecture et un commentaire. Je vous montre l'exemple voilà, d'une élève voilà, qui a proposé comme une diaporama, disons, de Celia en la Révolution et la guerre civile en Espagne. D'abord, elle parle de l'œuvre et puis après, elle explique les phases de la guerre à travers le récit de Celia. C'est délicieux, absolument. Voilà, exemple d'instrument d'évaluation. Et finalement, et très rapidement, je vous explique comment j'aborde la dernière partie de cette séquence. D'accord? La France pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle de la défaite politique et la crise politique, du régime de Vichy, de la France occupée, de la France résistante et comment la France se libère à elle-même. Donc, dès que j'aborde cette situation d'apprentissage, je leur demande, alors, est-ce que la France a participé dans la Seconde Guerre mondiale? Et les élèves, ils me disent, bah oui, bien sûr, la France, elle a participé dans la Seconde Guerre mondiale, c'est clair. Mais comment elle a participé dans la Seconde Guerre mondiale? Et voilà, il reste plutôt... Ah, c'est une bonne question. Effectivement, je leur explique que la France n'est pas une France, ce sont trois Frances. Une France qui est occupée et administrée par les nazis, une France libre, administrée par un nouvel État, dirigé par Pétain, un État totalitaire, et puis après, une France qui est un peu partout, à l'extérieur de l'Hexagone, mais aussi à l'intérieur, et qui est la France résistante. Voilà. Donc, je vous montre quelques ressources que j'utilise. Donc là, les classiques frises chronologiques pour expliquer les phases de la guerre, rappeler un peu comment ça se passe pour la Seconde Guerre mondiale et comment s'est produit la défaite lors de la bataille de France et comment se morcelle la France en deux, voilà, et lors de l'armistice et de la rencontre à Montoire. Pour la rencontre à Montoire, c'est plutôt comment va-t-on s'organiser, comment va-t-on collaborer. Juste un petit moment. Voilà. Et là, je mets trois images. D'un côté, une image assez classique. Voilà, l'image de la France morcelée en deux, sont occupés, sont libres. De l'autre côté, cette image d'Épinal, voilà, qui montre le gouvernement du général, pas le gouvernement, l'organisation de l'État par le général Pétain et les discours radiodiffusés du maréchal Pétain et quelques questions. Donc, on voit effectivement que pour la France, c'est pas, enfin pour la France libre, pour cette zone libre, c'est pas qu'on va maintenir la République française, mais qu'on va organiser un nouvel État, un État autoritaire au moins. C'est le général Pétain qui va, le maréchal Pétain qui va maintenir tous les pouvoirs, d'accord, qui va maintenir le contrôle du pouvoir partout et qui va supprimer la Constitution et qui va fonder, qui va baser voilà, l'État en trois piliers. Voilà, le travail, la famille et la patrie.
Voilà. Et on parle alors du régime de Vichy et comment s'organise cette collaboration lors de la rencontre à Montoire. Et on parle du service de travail obligatoire, le STO, et puis après, c'est-à-dire c'est une collaboration économique. Et puis après, on parle aussi d'une collaboration idéologique par la persécution des Juifs. Là, je vous montre une image de la rafle du Veldiv et aussi un petit morceau, pas un morceau, un photogramme voilà, du film La Rafle, hein, que je vous recommande aussi très vivement, et qui explique comment s'est produit cette rafle des Juifs hein, partout un peu en France, et qui vont terminer plus de 50 000 Juifs, si je ne me trompe pas, hébergés dans le vélodrome d'hiver qui s'est trouvé à Paris pour être déportés à des camps de concentration de l'Est de l'Europe. Voilà, puis après on parle de la France résistante, on parle de comment s'organise la résistance française. Et d'abord, on parle de l'allocution de Charles de Gaulle depuis Londres à la BBC et comment il fait l'appel à la résistance. Il utilise pour la première fois le concept de résistance. Et puis après, comment s'organisent les différents réseaux de résistance, les mouvements de résistance, comment ça se coordonner à partir de l'année 42. Voilà, et la difficulté et les dangers, en fait, d'être en résistance. Juste un petit moment, je vais allumer, parce que c'est presque nuit ici à Madrid. Donc, voilà, désolée, merci. Et voilà, puis après, on analyse comment la France se libère et surtout comment la France veut se libérer elle-même. Donc, on aborde comment les différents mouvements de résistance commencent à se coordonner pour former le Conseil national de la résistance à l'objectif de se rencontrer pour assurer la base d'une récupération, d'une reconstruction démocratique hein, et d'une reconstruction républicaine. On va choisir les colonies pour établir les premières institutions du Conseil de la résistance. Et on voit aussi que l'objectif n'est pas seulement voilà, assiéger un peu la base voilà, de la reconstruction démocratique, mais aussi que la France participe dans la libération de la France. Il faut absolument que pour les Alliés, c'est-à-dire notamment pour les Américains et que pour les Anglais, la France ait un gouvernement légitime, alternatif à Vichy, et qu'elle participe directement, c'est-à-dire même si elle doit se bombarder à elle-même, et pour qu'elle se libère, c'est-à-dire pour que Paris soit libéré par des Français et pas par des Américains ou par des Anglais qui puissent, au cas où, ou sur un moment donné, mettre en place une administration américaine ou anglaise. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et c'est pour cela que je montre cet extrait voilà, de l'ordonnance d'août 1944, montrer que le GPR, le gouvernement provisoire de la République française, met fin au régime de Vichy. Pourquoi parle-t-on de la République d'Alger? Voilà, c'est là que va renaître la République française. Et quels sont les projets du gouvernement provisoire pour les territoires républicains, métropolitains. Voilà. Donc, vers l'épreuve externe, je vous montre un sujet que mes élèves ont dû développer. D'après l'exemple que le ministère nous a proposé l'année dernière comme nouvel exemple d'après la nouvelle loi de Chirac, la politique du régime de Vichy et ses relations avec l'Allemagne hitlérienne. Voilà le schéma indicatif. La défaite française et ses conséquences, les différents aspects de l'occupation et la fin du régime de Vichy. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que vous voyez comment le sujet, en fait, c'est déjà assez thématique. C'est pas le régime de Vichy et voilà, c'est tout. Non, c'est le régime de Vichy et ses relations avec l'Allemagne hitlérienne. Donc, il va falloir parler de la collaboration. Et
pour les schémas, on met pas une chronologie indicative comme avant, mais c'est plutôt des thèmes, d'accord? La défaite française, les différents aspects de l'occupation, la fin du régime, voilà. Je vous montre un exemple qu'un élève, d'un de mes élèves. Malheureusement, on n'a pas le temps de le lire tous ensemble, voilà, parce que ça prendrait un peu de temps. Mais je vous le laisse aussi sur le drive pour que vous jetez un œil et que vous, voilà, essayez de mettre une ponctuation. C'est un élève qui est en général un très bon élève, qui s'est très bien développé. En fait, si vous voulez, vous voyez juste voilà, un petit moment, je vous montre, je vous lis. En 1940, l'Europe se trouve dans la Seconde Guerre mondiale. Comme conséquence principale, les intérêts d'annexion des territoires de l'Allemagne, un État totalitaire d'extrême droite. Ça, c'est sûrement pas nécessaire de le dire. Quand l'Allemagne envahit la France, la Troisième République française répondent avec une déclaration de guerre. Ah, pardon, la Pologne, la Troisième République française répondent avec une déclaration de guerre, puisque la Pologne est son allié, ce qui a par conséquent l'invasion allemande de la France et sa partition en deux, une zone au nord occupée militairement et une autre zone au sud établie comme un État libre, le régime de Vichy. Donc, en principe, comme vous voyez, c'est une bonne introduction, voilà, du sujet. Et puis après, il propose comme problématique pourquoi alors ce régime, malgré ne pas être sur l'influence des dominations directes de l'Allemagne, se consolide comme un État avec des idées similaires aux celles des nazis. Bon, voilà. C'est une proposition de problématique. On verra qu'est-ce que ça la donne. Voilà, donc on a vu pas mal de choses ensemble cet après-midi, bon, ce soir. On a parlé de l'Espagne et la France pendant la période d'entre-deux-guerres et comment aborder ces sujets comme situation d'apprentissage. Pas mal d'exemples d'activités d'évaluation et surtout des exemples d'épreuves externes, c'est-à-dire comment cette situation d'apprentissage effectivement peut être, elle, envisagée dans l'épreuve externe et comment peut-on aussi utiliser l'épreuve externe dans nos cours pour approfondir sur cette situation d'apprentissage et apprendre à nos élèves à s'entraîner pour elle. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, dans le chat, il y a des merci. Ah, super. Merci à vous. Comme toujours, je vous laisse cette présentation, d'accord, sur le Drive, ainsi que d'autres ressources. Je vous laisse aussi, si j'ai l'occasion, des photos d'un journal qu'une élève a apporté en fait aujourd'hui à la classe. C'est une élève dont son arrière-grand-père a été déporté à un camp de prisonniers en Allemagne. Il fait partie de l'armée française et lors de la bataille de France, il a été fait prisonnier et déporté en Pologne. Il a passé 5 ans dans un camp de concentration et il a écrit un journal, voilà, son arrestation et enfin, il m'a paru un témoignage hyper intéressant. Donc voilà, compétences spécifiques 8, la valeur de la mémoire. Donc je vous laisse quelques images aussi. Pour mémoire, le lien vers le Drive dont parle Maria, je vous l'ai envoyé par mail dans le mail d'invitation pour la réunion d'aujourd'hui. Je vous le remettrai aussi dans le mail d'invitation du dernier webinaire de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à y aller de temps en temps. Au fur et à mesure, Maria ajoute les documents qu'elle évoque avec vous.
Donc voilà, merci, merci encore et on se voit la semaine prochaine. Oui, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à la même heure, 17h, et je vous recevrai le message avec le lien la veille. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci, Maria.